Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, un petit peu dans le rush aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Notre iPhone, le deuxième épisode, un petit peu dans le rush. Pourquoi? Parce que je pars en vacances demain, j'ai les séances de préparation physique à donner cet après-midi là, j'ai 1 heure, pas plus, pas moins, pour tourner ce petit podcast et manger. Donc ça va être chaud, mais ça va le faire. Mais voilà, tout va bien. On prend un petit peu d'avance vu que la semaine prochaine, toute la semaine prochaine, je suis pas là, je suis à la montagne. Voilà, je pars dans les Alpes une petite semaine. Ça va être bien sympathique. J'espère que toi tu passes de bonnes vacances là, pour si tu m'écoutes directement et si tu m'écoutes en plein mois de novembre, bien pluvieux, bien dégueu. Eh ben courage mec, c'est bientôt l'heure du ski. Hein, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Aujourd'hui, au programme de ce petit épisode de podcast, j'aimerais qu'on parle de Violette d'Orange. Pourquoi? Parce que j'ai récemment lu son livre qu'elle a sorti, donc Violette d'Orange, pour remettre dans le contexte. Enfin, on va remettre d'abord un peu dans le contexte, mais voilà, remettre un peu dans le contexte qui est cette personne, parler un petit peu de son livre, ce qu'elle dit dedans, etc. Et réfléchir derrière à ce qui pourrait s'appliquer, on va dire, de cette fille que je trouve extraordinaire dans tous les sens du terme. Elle est exceptionnelle. Donc Violette d'Orange, rapidement, je cite mes sources Wikipédia. Voilà, née le 17 avril 2001 à Rochefort, en Charente-Maritime. Elle est navigatrice et skippeuse française. Hein, donc là, on se dit, ok, pas mal. Alors, la ligne suivante, elle réalise la première traversée de la Manche en optimiste. Alors de l'optimiste, les gars, moi j'ai fait un stage de voile dans ma vie. Je connais absolument rien à la voile, hein, mais on en parlera derrière. J'ai fait un stage de voile dans ma vie. C'était en optimiste. Et je peux vous dire que c'est vraiment une petite baignoire où t'es tout seul avec ta voile et t'as l'air d'un gros pigeon. Moi je me souviens que tous les autres se foutaient de notre gueule parce qu'ils étaient là sur des grands trucs gigantesques, des trucs stylés avec des grandes voiles, et moi j'étais là dans la petite caisse à savon comme ça en train de me dire mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là. Mais voilà, donc elle fait la première traversée de la Manche en optimiste entre l'île de Wright et Cherbourg en mai 2016. Donc mai 2016, elle qui est née en avril 2001, elle a 16 ans. D'accord? Elle a 16 ans, elle traverse la Manche dans une caisse à savon. Moi, à 16 ans, je mangeais des chips. Voilà, première chose. Ensuite, première traversée du détroit de Gibraltar en optimiste, aussi, en 2017. À 17 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, j'ai traversé la Manche et j'ai déjà traversé le détroit de Gibraltar. Bah oui, facile. Elle est la plus jeune à traverser l'océan Atlantique lors de la course en solitaire, la Mini Transat 2019, bien sûr. Elle est la plus jeune à participer à la Solitaire du Figaro, qui est une sacrée course, je pense, vu que je connais ça. En fait, étant donné que je connais ça de nom et que je suis complètement hors de la voile, j'imagine que c'est quelque chose de très stylé. Solitaire du Figaro en 2020, voilà. Dans le retour à la base en 2023, elle est à 22 ans la plus jeune navigatrice à traverser l'Atlantique en solitaire à la barre d'un IMOCA. L'IMOCA, c'est un type de bateau. Et elle est la Benjamine de la course lors du Vendée Globe 2024-2025 et devient la plus jeune de l'histoire à terminer cette course. La plus jeune femme ou la plus jeune, je pense que c'est la plus jeune au général. Je ne suis pas sûr de mon info, j'hésite. Enfin bref. Violette d'Orange, voilà, c'est pour introduire un petit peu. Suite à cette course du Vendée Globe en 2023-2024, parce que je rappelle que le Vendée Globe il démarre, si je me trompe pas, en octobre 2020, enfin en octobre de l'année, donc en octobre 2024 pour cette course-là, jusque quand ils veulent. Elle a mis, je crois, 90 jours, je crois. 90 jours pour boucler la course. Donc ils passent la nouvelle année, on va dire, sur leur bateau. Pour ceux qui ne connaissent pas le Vendée Globe, course très simple, on part des Sables d'Olonne en France. On descend, on passe l'équateur, on passe en dessous de l'Afrique, l'océan Indien, on passe direction le Pacifique, tac tac, je suis en train de me tromper, je suis en train de dire des conneries je crois. On passe en dessous de la pointe de l'Amérique du Sud, on remonte direction des Sables d'Olonne, on fait un tour du monde entre guillemets, non un tour du monde, pas entre guillemets, on fait un tour du monde en passant ci et là. J'ai pas envie de dire de bêtises au niveau des mers,
Vous allez me prendre pour un débilos, mais je préfère regarder. Tac, tac, je vérifie. En live. Donc, oui. Tac, 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 avec le fameux golfe de Gascogne. Hein, on le connaît tous, le golfe de Gascogne. Voilà, océan Atlantique Sud. On descend la pointe d'Afrique du Sud avec le cap de Bonne-Espérance, si je me souviens bien. Ensuite, océan Indien. Je passe en dessous de l'Australie. On est dans le Pacifique. Ensuite, le Cap Horn à la pointe de l'Amérique du Sud. On remonte au niveau de l'océan Atlantique. Et voilà quoi. Et on rentre. Facile théoriquement. Mais voilà, elle a 23 ans, a fait ce tour du monde que je trouve fantastique. Et elle a publié derrière un livre concernant... au départ, elle nous raconte un petit peu son histoire, donc d'où vient la passion pour la voile avec son père qui lui mettait, etc. La création de son projet, parce qu'en fait la voile, c'est, je pense, même pire que de la Formule 1, c'est-à-dire que ça coûte hyper cher, parce qu'il faut acheter le bateau ou louer le bateau, c'est le cas qu'elle a eu. Elle a loué le bateau de Jean Le Cam, le fameux Jean, une légende apparemment de la voile. Vous voyez que je maîtrise moyennement hein, la voile, mais voilà. Donc ouais, elle a loué son bateau, elle a mis en place tout son projet, qui s'appelle le projet Devenir, si je me souviens, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, elle l'a monté de toutes pièces avec l'aide de ses parents, elle s'est un petit peu entourée aussi, mais ça reste une petite équipe d'après ce qu'elle décrit dans son livre. Et pour au final réussir à attirer quelques sponsors, c'était là une vraie galère d'après elle, et enfin pouvoir partir faire ce fameux Vendée Globe. Alors moi, ce qui m'a le plus choqué dans ce Vendée Globe, d'ailleurs le livre, je vous le conseille, hein, une petite lecture très sympathique, en plus ça se lit vraiment tout seul assez bien, parce qu'elle retranscrit vraiment, mais alors je sais pas si ça a été retravaillé un petit peu ou pas, mais ça sent qu'elle est très honnête dans toute sa manière d'écrire, et que c'est vraiment genre son carnet de bord qu'elle a republié quasiment tel quel. On peut même voir qu'il y a pas mal de dessins, parce qu'elle a une vraie petite âme de dessinatrice, notre amie Violette, je trouve. Et donc elle dessine beaucoup dans son carnet, et tu vois que les dessins en tout cas qui sont dans le livre, c'est des dessins qu'elle a dessinés dans son journal de bord. Pourquoi ? Parce que on peut voir qu'il y a, vous voyez, quand vous appuyez un petit peu trop sur une page, dans les pages suivantes, le trait de crayon entre guillemets, il est calqué sur les dessins suivants. On voit que sur certains dessins, il y a des traits qui sont des dessins de il y a 2-3 jours. Donc là, les dessins, ça je suis sûr que c'est fait. À mon avis, il y a peut-être eu un petit peu de réécriture de texte, etc. Mais globalement, voilà, c'est ses mémoires pendant ce voyage qui était exceptionnel. Je vous le conseille. Ce qui est dingue, moi ce que je trouve dingue, c'est déjà à son jeune âge, de pouvoir réussir à avoir le courage de partir, déjà 3 mois comme ça tout seul. Moi, je pense que je ne pourrais pas. Personnellement, je suis né en 2001 aussi. Donc j'ai son âge, et je me dis, mais à 23 ans, mais jamais je serais parti en solitaire 3 mois comme ça, à bord d'un bateau qui sont des véritables fusées sur l'eau, hein, dans le sens où il y a des moments où en fait tu ne dors pas, parce qu'en fait c'est trop dangereux de dormir, et qu'il faut rester éveillé pour gérer tout ce qui se passe sur le bateau, pour faire tous tes petits empannages. Ouais, j'ai des petits termes techniques, vous voyez, alors que je maîtrise pas vraiment, mais voilà. Donc ouais, c'est énormément une traversée comme ça, elle-même le fait ressentir, c'est beaucoup de courage à avoir, c'est beaucoup de résistance à la fatigue, résistance au stress, d'apprentissage en amont, d'argent investi, c'est beaucoup d'angoisse de se dire il faut pas que mon bateau il casse, il faut pas qu'on... Enfin, c'est vraiment le piège, il faut éviter le piège de casser son bateau absolument, en voulant aller trop vite. Mais ouais, 23 ans, résistance mentale, résistance physique, de zinzin cette fille, et je trouve le thème qui m'a le plus choqué, qui m'a le plus intrigué, c'est ce côté où on voit que dans ses journaux elle écrit, je donne un exemple, au jour 32, ah ouais, super journée aujourd'hui, il faisait super beau, j'ai pu laver le bateau, j'ai pu me laver moi, etc. Magnifique, il fait trop beau. Ok, ça c'est des jours qu'on aurait tous aimé avoir, hein, un beau coucher de soleil sur son bateau, il fait pas très beau, il fait pas très venteux, donc le bateau avance doucement, on n'est pas obligé d'être en casque. Je crois pas qu'elle ait eu besoin de casque parce qu'elle n'était pas avec des bateaux à foil, mais bref, il y a des moments où il faut faire attention quand tu te déplaces dans le bateau, parce que comme elle dit, tu te prends une vague qui te casse, tu te fais stopper directement alors que ton bateau il est à 30 km/h, je dirais, et tu te fais projeter dans ton bateau, et c'est l'enfer. Et encore, avec des bateaux à foil, ça va encore plus vite, mais du coup quand ça casse, c'est encore plus rapide,
Et pour avoir suivi du coup ce Vendée Globe assez attentivement, il y avait vraiment des skippers qui disaient il y a des moments en fait je suis dans mon siège avec mon casque et je ne peux pas sortir de mon siège parce qu'en fait c'est dangereux. C'est juste trop dangereux de me faire projeter dans tout mon bateau, de me faire... le pire qui puisse arriver à un skipper, c'est de se faire projeter dans son bateau, qui tape sa tête contre je ne sais quoi, ou qui se blesse autrement, mais le pire c'est la tête, qui tombe inconscient pendant 10, 15, 20 heures, et en fait pendant 20 heures le bateau il fait un tout droit. Alors il fait pas exactement tout droit parce qu'il y a quand même un petit pilote automatique qui gère, mais c'est une situation dangereuse de laisser une torpille comme ça partir au milieu des mers et juste qu'il se passe rien. Mais bref, Violette, voilà, la journée 30 tranquille, la vie est belle, etc. Journée 31, vous voyez qu'elle le met, c'était une journée de merde. Voilà, il y a eu des vents de malade, j'ai cassé ce truc-là, j'ai crié, j'ai pleuré, parce qu'elle parle beaucoup, elle, pour évacuer toute cette pression de crier et de pleurer un bon coup. C'est vraiment son truc qu'elle fait. Elle le dit souvent, j'écris, je crie, je pleure, et après ça va mieux. Mais c'est ce côté, ouais, voilà, justement. C'est journée de merde totale. Donc, t'es tout seul. Ça fait un mois que t'es parti de ton que t'es parti. T'es tout seul, parce que tu n'as pas d'assistance. Hein. Journée de merde totale. Et elle dit, ah non, c'est bon, j'ai crié, c'est bon, je suis passé à autre chose. Le lendemain, journée au top, etc. Et ce côté de savoir résister et switcher du jour au lendemain, voire peut-être même d'heure en heure, mais ça on le sait pas. Mais ce côté où c'est de la merde, et d'un coup, c'est ok, de toute façon, hop, on passe à la suite. Et on va chercher la suite. Moi, je trouve ça fascinant. Parce que je suis un peu du genre, et là, je vous avoue, je suis un peu du genre à me dire, oh putain, la vie de merde, journée de merde, bon, je vais dormir, tant pis. Et j'ai eu tendance un peu à me morfondre. Alors, c'est un des fois, moi, je sais. Mais du coup, avoir cette personne qui incarne quasiment l'opposé de ce que moi, je ressens quand je le fais, moi, j'étais en mode, mais c'est fou, c'est fou. Parce qu'en plus de ça, moi, quand ça m'arrive, mes journées de merde, en général, j'ai assez bien dormi. Je suis pas dans des conditions hyper stressantes. Elle, elle parle parfois de shift de 20 minutes, une demi-heure de sommeil. Quand elle arrive à dire, ah, j'ai dormi 3 heures d'affilée, c'est une victoire. Genre, c'est sa plus belle nuit de tout le Vendée Globe, quoi. Et t'es en mode, waouh. Mais avec la fatigue qui doit taper, mais t'as un truc qui casse de ton bateau, ça doit être l'enfer. Vraiment, ça doit être mentalement, moi, je suis au bout, du bout, et j'arrête. Et je suis en mode, mais ça me saoule. Alors j'arrête. Peut-être pas j'arrête, parce que il y a l'ego, il y a le mental, et etc. Mais je trouvais ça fascinant, ce côté, arriver à reswitcher et se remettre dedans assez rapidement. Alors, je joue mon propre avocat du diable, oui. Mais tu vas me dire, Martin, de toute façon, elle est au milieu de l'eau, au milieu de l'océan. Il n'y a personne pour l'aider. Donc en fait, si elle se morfond et qu'elle fait comme toi, qu'elle part râler en disant journée de merde, bah de toute façon, elle va rester dans la merde. Donc il faut avancer. Et c'est vrai qu'avec réflexion, en fait, oui, techniquement, elle est partie, elle savait à quoi s'attendre, elle le dit elle-même. Je pense que c'était en discutant justement avec Jean Lecam, qui est le propriétaire de son bateau, qui a fait 5 ou 6 fois le Vendée Globe, je crois, qu'il l'a gagné même une fois, si je ne me trompe pas, à vérifier ces infos-là. Mais du coup, qui disait, le Vendée Globe, c'est souvent plus une question de, tu sais que ton bateau, il va casser, mais il y a 2 objectifs, c'est 1, qu'il casse le plus tard possible, et 2, que la casse soit la moins grave possible. C'est-à-dire qu'il y a des casses qui sont gérables. Si tu déchires une partie de ta voile, bah, ça dépend de ta voile, mais en général, une petite déchirure, ils ont de quoi pouvoir la patcher et que la voile reparte. Par contre, bah, tu démates, donc ton mât se barre, bah, là c'est mort, parce qu'un mât c'est 80, 100 000 euros, je crois, et c'est pas replaçable comme ça. D'accord? Donc il faut vraiment gérer ces petites casses. Elle avait pas mal de casses au niveau de la chaîne de je ne sais plus quoi, qui en soi était assez handicapant pour elle, si je me souviens bien, mais gérable dans le sens où ça prenait juste beaucoup plus de temps d'effectuer ses manœuvres parce qu'elle n'avait pas la facilité, entre guillemets. Enfin, elle a des rails qui ont cassé, etc. aussi, mais voilà, ses plus gros problèmes ont été gérés, mais le but de son Vendée Globe cette année n'était pas la victoire. Déjà, parce qu'elle n'a pas un bateau de nouvelle génération, donc les bateaux avec les foils. Donc c'est des bateaux, si vous checkez rapidement sur internet, bateaux avec foil, avec 2 grandes lames sur les côtés, pour qu'en fait, dès qu'ils prennent beaucoup de vitesse, le bateau, il survole l'eau, entre guillemets, donc moins de résistance, donc le bateau va plus vite, évidemment. Mais elle n'avait pas ces bateaux équipés de foil, parce que pas le budget, pas l'argent, évidemment.
Évidemment parce que c'est le début pour elle, évidemment. Mais voilà, elle part sur son bateau et l'objectif c'était faire parler son projet. Il y avait ce côté être la première à finir la plus jeune, mais elle en parle pas énormément dans son carnet de bord, donc je pense pas que c'était forcément hyper mise en avant. Je pense que c'est beaucoup les médias qui l'ont mis en avant une fois qu'elle était un petit peu connue. Mais c'était surtout de boucler pour montrer de quoi elle était capable, pour se dire comme ça les prochaines transats, les prochaines grosses compétitions, le prochain Vendée Globe, qui n'a pas lieu tous les ans, qui a lieu tous les 4 ans. 2 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans je crois. 2027 le prochain, donc oui, 4 ans. Pour que le prochain Vendée Globe, il y ait plus de sponsors, il y ait plus d'argent, il y ait plus de moyens, et là on peut jouer quelque chose. Donc elle vraiment, elle a été assez douce avec son bateau. Elle parle souvent de ah ouais mais lui il va plus vite que moi, après il prend un peu plus de risques. Moi j'avoue que je veux pas prendre trop de risques là-dessus parce que j'ai pas envie de tout casser, etc. Je regarde un peu son palmarès parce qu'elle arrive, si je me souviens bien, dans les 20, 25. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux trouver son palmarès rapidement? Tac, tac, tac. Non, j'ai pas son classement, mais 90 jours, 22h37 minutes. Ah si, 25e, voilà, 25e de la course, pardon. Petit temps mort de ma part, le temps que je cherche les infos. Voilà, 25e de la course, ce qui en soi est un résultat honnête pour une course comme ça, avec un bateau qu'elle a. Et voilà, c'était l'objectif, de finir, de boucler. Et son pari s'est révélé très gagnant parce que elle est partie avec pas mal de sponsors qui avaient du mal à lui faire confiance, à se dire ah je sais pas trop, etc. Et en fait, elle en parlait aussi, mais elle commençait à avoir de plus en plus de demandes d'interviews, donc ils sont quand même en liaison avec la direction de course, etc. Et elle avait des demandes d'interviews de TF1, elle est passée aux 20h, je pense, etc. Et en fait, elle disait, mais en fait, c'est en train de prendre. Je suis parti des Sables d'Olonne en étant une inconnue, quasiment. Alors, aux Sables d'Olonne, non, parce que c'est des gens, c'est des connaisseurs, etc. Mais c'est des gens, voilà. Mais elle dit, mais je reviens. Et elle dit, c'est la célébrité, donc c'est beaucoup plus dur à gérer, le côté, tu peux plus sortir incognito, etc. Et ça doit être encore plus dur que la célébrité habituelle, classique, on va dire. Quand je dis classique, c'est le côté, quelqu'un qui commence un chanteur, petit à petit, il va devenir connu, donc c'est souvent dur à gérer, mais ça arrive quand même de manière progressive. Là, elle est partie 3 mois. Au tout début, il n'y a pas grand monde qui la connaissait. Et en fait, elle revient, elle a le million d'abonnés sur les réseaux sociaux, elle est demandée de toutes parts sur tous les plateaux télé, radio, etc. Elle fait des enchaînements d'interviews de zinzin, tout le monde la reconnaît dans la rue, tout le monde veut des photos avec elle. D'un coup, tu rentres, pam, t'as fait 3 mois tout seul, où personne te connaissait quand t'es parti, tu reviens, tout le monde te connaît, tu es une star. Ça doit être très très dur à gérer, et j'espère que d'ailleurs ça va bien, ça a l'air d'aller, en tout cas. Mais ouais, Violette, franchement, un exemple, je pense, à suivre d'un point de vue résilience, d'un point de vue discipline, d'un point de vue mental, qui pourrait se lier de nouveau, comme j'ai fait le dernier lien dans le dernier podcast, à la vie de tous les jours. Sur ce côté, voilà, j'ai une journée de merde, petite pensée pour Violette, d'accord? Violette, comment elle faisait? Ouais, tu passes une journée de merde, parfois t'as pas forcément le choix. D'accord, t'as pas forcément le choix. Et quand bien même tu aurais le choix, est-ce que c'est bien de se morfondre et de rester comme ça? Parce que la situation, de nouveau, elle évolue pas si tu bouges pas. Donc en fait, même si tu as le choix, il faudrait, dans le meilleur des mondes, pouvoir se dire, je passe une journée de merde, j'ai pas envie de faire ça, j'ai ça qui va pas, de pouvoir se dire, allez, on crée un coup, s'il faut pleurer, on pleure, et puis on passe à autre chose, on avance, il faut absolument régler ce problème. Pourquoi? Parce que tant que le problème il est là, ça va te faire chier, ça va t'emmerder. Donc, option numéro 1, régler le problème. Et pas option numéro 1, je fais mon autruche et je me fous la tête dans le sable et on m'entend plus du tout. Ça pourrait être une bonne réflexion, ça. Ça pourrait être une bonne manière d'axer ça. Derrière, je vais essayer d'y penser. De penser à une espèce de méthode Violette pour la vie de tous les jours. J'avoue que cette réflexion-là qui vient de sortir de mon esprit et que je partage avec vous, pourrait être intéressante à appliquer. Mais du coup, ouais, comment j'avais un dernier petit point que j'avais noté, c'était comment est-ce qu'on développe cette force mentale exceptionnelle à
16 ans quand elle fait sa première traversée de la Manche, 17 ans quand elle traverse le détroit de Gibraltar, ou 23. Enfin, comment est-ce que depuis si jeune, elle développe un esprit mental? Et là, ma réponse pour moi serait dans les premières pages de son livre, enfin dans toute la partie intro avant son carnet de bord, sur ce côté, justement, c'est le projet qu'elle veut faire elle, depuis qu'elle est toute petite. C'est un rêve. Elle rêve de faire le Vendée Globe parce que son père, en tout cas, était dans la voile. Il l'a amené plusieurs fois au départ du Vendée Globe. Mais quand je dis elle participait au départ, genre sur des petits zodiacs à côté des bateaux, quoi. Pas juste en tant que spectateur au sable. Mais donc, elle a toujours baigné dedans. Ça a toujours été un rêve de se dire, un jour je ferai le Vendée Globe. Elle a monté son projet quasiment toute seule, aussi jeune. Je pense que on parle de toute sa vie, entre guillemets. Et donc, c'est quelqu'un qui se bat pour sa vie. Et que ce soit dans des projets sportifs comme ça, que ce soit dans du projet professionnel, que ce soit malheureusement pour la guerre, que ce soit pour plein d'autres choses, quand quelqu'un doit se battre pour sa vie, en fait, il y a une résilience, il y a une force mentale qui est beaucoup plus importante. Et donc, en soi, elle a vécu des choses d'un point de vue mental, je pense, que peu de gens de son âge ont vécu déjà. Dans le sens où monter son projet, tout le stress, etc., gérer le bateau, autant d'argent qui part, les courses, partir dans tous les sens, revenir, faire ses courses, pas être au top, mentalement se dire « Ah putain, ça va pas, tac, devoir revenir, ok, de toute façon, il y a trop d'argent dans le jeu, c'est mon projet, c'est moi qui l'ai fait depuis le départ, donc bam, il faut de toute façon que j'avance, etc. » Je pense que tout ça, ça a amené ça lui a fait vivre des choses que très peu de gens de son âge ont vécu et qui du coup développent un mental exceptionnel comme ça, et qui est pour moi un exemple à suivre. Et je pense qu'on peut s'arrêter sur cette belle phrase. Violette d'Orange, un jour, si tu m'entends, voilà, félicitations, je suis hyper admiratif devant ton parcours déjà aussi jeune, et en espérant que ça aille beaucoup plus loin, hein. Je suis de près, je suis un voilix de la voile, hein, comme un footix du foot, mais je suis un voilix. Mais voilà, je suis Violette d'Orange. Et imaginons un jour peut-être invité du podcast, on sait jamais. Voilà, hein. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vingtaine de minutes de réflexion sur Violette d'Orange t'a plu. Je t'invite encore à aller acheter son livre, qui a été en rupture de stock pendant longtemps. À acheter son livre, à lire son livre, c'est hyper intéressant, je trouve. À la suivre évidemment sur tous les réseaux. Et concernant ce podcast, voilà, si tu es sur YouTube, n'hésite pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à t'abonner à la petite chaîne, parce que voilà, on va essayer de tenir cet épisode, un épisode par semaine toutes les semaines. Et voilà, lâche un petit commentaire, voir ce que tu en penses, si tu connaissais déjà Violette d'Orange ou pas encore. Pour nos abonnés de Spotify, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si vous ne l'êtes pas encore fait, à noter le podcast d'un petit 5 étoiles, ça ferait très plaisir. Et moi je vous laisse, les petits gars, je pars en vacances une semaine. Quand vous écouterez ce podcast, je serai sûrement en rando dans la montagne. Je penserai à vous. Je vous fais plein de bisous.